Bonjour, bienvenue en direct de l'UMI pour cette émission qui est consacrée aux relations entre les collectivités locales, départementales, régionales et avec l'État. Philippe Potier-Spéry, bonjour. On va rappeler après quels seront les grands thèmes de l'émission, mais je présente les invités. Alexandra Dublanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, en charge notamment du développement économique et de l'innovation. Jacques Kosowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Courbevoie et vous êtes le président de l'Union des maires des Hauts-de-Seine. Pierre Font, bonjour. Vous êtes le président de l'Union des maires des Yvelines et vous êtes aussi vice-président du Conseil général des Yvelines, je crois. Hein, je parle sous le contrôle de Pierre Bédier. Bonjour, président du Conseil départemental des Yvelines. Bonjour, mais je suis censuré, je n'ai pas de micro. Ah non, c'est pas normal ça, on va réparer ça. Et le président Larcher, bonjour, Gérard Larcher, président du Sénat. Bonjour, on partage le micro avec le président du conseil départemental, donc ça va très bien. Sinon, je vais vous donner le mien et puis on va partager avec Philippe. Philippe, peut-être, on peut rappeler les grands thèmes de cette émission. Oui, on va la découper en deux séquences pour revenir un peu sur la thématique de la table ronde, sur les coopérations, un peu les leçons de la crise sanitaire et des coopérations entre les collectivités, donc régions, départements et communes. On est en train de sortir de cette crise sanitaire et on va voir un peu ces coopérations parfois inédites sur des choses assez, j'ai envie de dire même parfois innovantes, de voir quelles leçons on en tire et surtout est-ce que ce type de partenariat va se prolonger et est-ce que même ça impacte une nouvelle façon de travailler ensemble. Donc ça sera le premier temps. Et second temps, bon, vous avez remarqué que la campagne présidentielle commence doucement à frémir. Donc on va parler de la thématique de la décentralisation. Bon, pour l'instant peu présente, mais de savoir si à votre avis elle est importante. J'ai une petite idée de vos réponses. Et de savoir si vous pensez que ce thème-là sera important dans la campagne. Et on en profitera pour dire quelques mots d'un projet de loi qui est au Sénat. Qui a été adopté au Sénat et qui arrive à l'Assemblée en fin d'année, qui s'appelle 3DS. On vous le détaillera tout à l'heure. Et de savoir effectivement qu'est-ce que vous pensez de ce texte, avec peut-être certaines insuffisances. Alors auparavant, je voudrais quand même revenir. Il y a eu les élections régionales et départementales il y a quelques semaines qui ont vu quand même une immense abstention. 30 millions de Français ne sont pas déplacés pour ces élections. Quelle leçon vous tirez au fond de ce qu'on pourrait appeler une crise démocratique? Pierre Bédier? Alors, oui, crise démocratique qui s'aggrave, puisque jusqu'ici, les élections locales étaient des élections où la participation était supérieure. Ça avait déjà commencé au moment des élections municipales, hein, où on a eu un fléchissement. Donc on franchit là une étape. Alors, relativisons quand même deux idées que j'aimais. Relativisons parce que c'est quand même la crise sanitaire qui a probablement impacté sur la participation. Deuxièmement, profitons-en, puisqu'on est en élection présidentielle et qu'on va en parler tout à l'heure, pour vraiment aborder la troisième étape de la décentralisation. Si on veut que les Français participent, il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Et pour qu'ils comprennent comment ça marche, il faut revenir à ce principe qui a fait la France. C'est le principe d'abord du socle que sont les communes. Et ici, nous sommes à l'Université des maires. Et ensuite, on remonte avec le principe de subsidiarité. Et comme ça, on sait qu'on a un interlocuteur principal qui est le maire. Et les autres collectivités sont là en soutien des politiques, qu'elles soient pour les départements des politiques municipales et pour moi, pour les régions, des politiques départementales. Et bien entendu, se pose la question de l'intercommunalité et je reste très dubitatif sur cette invention de l'intercommunalité. Je crois à l'intercommunalité en province ou dans les départements de grande couronne lorsqu'il y a des villes-centres. Je ne crois pas à l'intercommunalité telle qu'elle se pratique dans l'actuelle métropole parisienne, mais ce sont de vastes débats que nous avons souvent avec les amis maires. Altos et Coinet. Oui, surtout qu'eux sont dans des communautés d'agglomération en plus. Président Larcher, justement, est-ce que ce sorte de déni démocratique, vous pensez que c'est plutôt justement une indifférence ou un rejet? D'abord, comme le président du conseil départemental des Yvelines, c'est vrai que
Nous avons eu la conjonction d'abord de la crise sanitaire, mais au fond, depuis 10 ans, et nous avons eu progressivement une baisse de participation. N'oublions pas que les élections législatives de 2017, une majorité de nos concitoyens ne se sont pas déplacés pour voter et choisir leurs députés. Je crois que ça traduit l'état de défiance d'une grande partie de nos concitoyens. Et pourtant, les seuls élus, et nous sommes dans l'Université des maires des Yvelines et des Hauts-de-Seine, les seuls élus en lesquels ils ont encore une vraie confiance, ce sont les maires adjoints et les conseillers municipaux. Crise de défiance parce qu'il y a une crise du résultat. Et puisque nous abordons la question de l'élection présidentielle, en tous les cas depuis 10 ans, on a eu des engagements qui ne se sont traduits par rien. Et les gens disent à quoi bon? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut... Crise de défiance aussi, crise des gilets jaunes, du sentiment qu'ont bon nombre de nos compatriotes de ne plus, en quelque sorte, pouvoir participer à la table de la République. Je l'avais écrit à François Hollande en 2015, quand il nous avait demandé de réfléchir, Claude Barthelone, alors président de l'Assemblée nationale, et moi-même, sur la situation du pays. Et j'avais parlé d'une France d'à côté, d'une France qui se sentait à côté. Eh bien, c'est en grande partie cette France d'à côté, qui n'est pas que la France rurale, qui n'est pas que la France des quartiers. C'est beaucoup dans des petites villes, dans des bourgs-centres, où il y a ce sentiment. Et on le voit aussi dans une partie qui se situe aux extrêmes de notre département, les Yvelines, où un certain nombre ont le sentiment de ne plus participer. Voilà, oui, c'est vrai que mon analyse. On a longtemps exprimé la France avec cette cassure entre Paris et la province. On a l'impression qu'aujourd'hui, la vraie cassure, c'est entre les cités, les grandes cités urbaines, et la France périphérique. Pas uniquement. Il y a eu le sentiment sur les métropoles. Il faut qu'on soit clair. Le sentiment que quand on n'était pas métropole, souvenez-vous des débats d'il y a 5-6 ans, oui, on ne participait pas. Mais moi, je pense, comme président du Sénat, qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Mais il faut retrouver les fondamentaux, je le dis en regardant Jacques Kossowski, les fondamentaux dans les Hauts-de-Seine, comme en Ariège, c'est la commune. Et c'est d'abord au niveau de la commune que peut se reconstruire la confiance. Les vrais reconstructeurs de confiance, ça va être 36 000 territoires qui s'appellent la commune, avec des élus qui contribuent, quelle que soit la taille de la commune. Souvenez-vous, crise des Gilets jaunes, grand débat. S'il n'y avait pas eu les maires, je ne suis pas bien certain. Oui, ça ne serait pas organisé, bien sûr. D'ailleurs, vous l'aviez dit vous-même, hein, les maires, ce sont les élus à portée de gifle et Barouin dit... Vous êtes plus poli que ma formule, ils sont à portée d'engueulade, parce que c'est vrai. Mais étant à portée d'engueulade, ils ont la confiance, parce qu'ils répondent, y compris en disant d'accord, pas d'accord, mais il reste des élus qui sont atteignables, en quelque sorte touchables. Et comme dit Barouin, c'est les piliers de la République. Mais justement, je reviens à ce que disaient Pierre Bédier, Alexandra Dublanche et M. Kossowski. Est-ce qu'il n'y aurait pas maintenant une nécessité de simplifier quand même l'organisation de tous ces pouvoirs ? Alors, il est vrai, je rejoins ce qu'a dit le président Bédier. On est dans une région, en plus, on a le plus d'échelons administratifs avec la métropole du Grand Paris, avec 2 présidents qui s'entendent très bien et encore heureux, parce qu'en serait-il si demain ces 2 présidents ne s'entendaient pas et allaient dans des directions différentes? Mais effectivement, je pense que ça crée une incompréhension totale pour nos concitoyens qui ne savent pas qui doit rendre des comptes et à qui s'adresser. Et ça se retrouve aussi peut-être dans les élections, même si je vois aussi, et je pense notamment en Ile-de-France, mais dans d'autres régions, qu'on a eu des présidents depuis maintenant 6 ans qui incarnent beaucoup plus la région qu'auparavant. Ils sont clairement plus identifiés, mais après, effectivement, les concitoyens n'ont pas toujours conscience que les régions et aussi d'ailleurs les départements sont en soutien dans tous les projets des maires. On le fait, les maires le savent très bien, puisque aujourd'hui un maire doit s'appuyer financièrement sur le département et la région pour construire des projets pour ses concitoyens. On le voit dans toutes nos communes, mais ce n'est peut-être pas encore bien à l'esprit de tous nos concitoyens, ce qui fait que, effectivement, au moment des élections, il y a peut-être un désintérêt. Puis il y a aussi moi je reviens, alors il y a eu le Covid, etc., mais il y a aussi une tentative de nationalisation de ces élections aussi par l'État, en envoyant tout un tas de ministres, en parlant de sujets très nationaux, et ce qui fait que
on est complètement perdu, on ne sait plus qui fait quoi, et peut-être qu'on se déplace un petit peu moins pour les élections. Donc moi, je pense qu'une simplification des compétences, elle est essentielle. Il faut savoir qui fait quoi, c'est aussi une question d'efficacité, c'est une question d'attractivité aussi. Pour attirer des investisseurs étrangers dans une région comme la nôtre, on est en compétition constante avec d'autres régions européennes, et voire d'autres pays. Et donc, quand il y a un parcours du combattant où même l'entrepreneur, l'investisseur ne sait plus par quel biais passer, etc., et que ça rallonge le processus, il abandonne. Donc, pour de l'efficacité, pour de la simplification, pour être plus agile, je pense qu'il faut cette clarification des compétences. On a 30 fois plus de collectivités qu'à Londres, en France, qu'au Royaume-Uni. Enfin, vraiment, il y a un vrai problème là-dessus, sur lequel il faut le fameux millefeuille qui est particulièrement dense en Île-de-France. Jacques Ossowski, vous voulez dire un mot sur ce sujet? Oui, je reviendrai sur la crise de défiance, parce qu'avant, quand même, la Covid, les municipales attiraient 60 à 65% de votants. C'est la Covid qui a bloqué un petit peu la situation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les maires sont très populaires, quelle que soit leur tendance politique. Et ils sont très populaires parce que vous avez tout à fait raison. Quand vous les rencontrez au marché, vous les rencontrez dans la rue, ils vous disent quelque chose. Et ce n'est pas la même chose quand vous avez des ministres ou le président de la République que vous voyez une fois de temps en temps. C'est-à-dire que vous, si vous proposez quelque chose en tant que maire et que vous ne le faites pas, dans 6 ans, on se souvient de vous. Puis ça se voit tout de suite. On dit, tiens, monsieur le maire, vous ne l'avez pas fait. Quand vous êtes à haut niveau, vous faites des propositions et depuis 10 ans, ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave. On se représente quand même pour essayer de faire quelque chose. Toute la différence est là. Absolument, oui, on voit les choses, voilà. On parlait tout à l'heure des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, quand ils sont arrivés, j'ai écrit personnellement au Premier ministre de l'époque et je lui ai dit la chose suivante. Si vous voulez essayer de mesurer la difficulté des Gilets jaunes, il faut passer par les préfets. C'est les seuls qui vont pouvoir être responsables vis-à-vis de l'État. Parce que, souvenez-vous, les Gilets jaunes, il n'y avait personne de responsable. C'est ça leur problème, il n'y avait personne. Or, si les préfets dans chaque département avaient reçu les Gilets jaunes, au moins il y aurait eu un responsable. On n'a jamais répondu à la question. On a laissé pourrir les Gilets jaunes en disant « Et c'était quoi les Gilets jaunes? C'était le pouvoir d'achat. » Il leur manquait un pouvoir d'achat. Ils avaient besoin de ça, ça continue toujours. Et si dans les élections, on va en parler tout à l'heure, si on ne pense pas au pouvoir d'achat dans les élections, ça ne fonctionnera pas. Et les gens se déplaceront encore moins. Et un président de la République sera élu avec 30 ou 40% des voix, ce qui est grave. Gérard, c'est juste une petite question, mais je ne vais pas vous faire l'injure de vous. Non, surtout, je vais vous donner la parole tout de suite sur justement les leçons de la crise sanitaire. J'avais juste une petite question à Gérard. Pardon. Puis si on simplifie le millefeuille administratif, en tant que gaulliste, vous n'êtes pas pour la suppression du Sénat? Ça n'a rien à voir. Vous savez, la France, mais je ne vais pas aller plus loin, il n'y a que 2 périodes où elle n'a pas eu 2 assemblées. La terreur, et ça s'est terminé par la création d'une assemblée pour en tirer les conséquences. Et le deuxième moment, qui fut un moment heureux, la révolution de 1848, qui s'est achevée dans le coup d'État du 2 novembre 1851, du prince-président. Je voudrais simplement rappeler ce que Victor Hugo, qui était un ennemi du bicamérisme, a dit. Un pays gouverné par une seule assemblée, c'est la mer gouvernée par l'ouragan. Philippe. Difficile de prendre la parole après ça. Hein. Non, c'est belle. Oui. C'est jamais facile après, Victor Hugo. Donc je reviens sur la crise sanitaire et les leçons. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est de voir un petit peu ces coopérations, que j'ai envie de dire inédites, et de choses nouvelles, des choses que vous n'étiez pas habitués à faire. Je sais que c'est le cas notamment avec le département, mais j'imagine aussi avec la région. Donc de revenir un peu là-dessus, en sachant, alors je sais moins sur la région, mais il faut être honnête aussi, on sait que des fois, il y a eu des fonctionnements aussi par silo, ce qu'on a beaucoup reproché à l'État, parce qu'on sait que les relations n'ont pas été, comment dire, fluides, pour prendre un mot soft, mais que des fois aussi les collectivités, chacun nageait dans son couloir, disons. Donc la coopération qui a existé, ça n'a pas toujours été le cas. Donc je pense que quand il y a des exemples, c'est d'autant plus intéressant d'en parler. Et comme je vous disais, de savoir est-ce que ça peut amener même à travailler différemment aujourd'hui et demain. Pierre Font. Oui, moi je crois que la période que nous avons vécue sur la pandémie, et suite aux Gilets jaunes d'ailleurs, est extrêmement intéressante en termes de fonctionnement de l'autorité publique. Et je crois ça, ce que nous avons vécu, avec ce que disait Monsieur le Président du Sénat, sur la crise de résultats. Parce qu'en fait, l'analyse est simple. La parole politique est décrédibilisée parce qu'elle n'est pas efficace. Et donc, nos concitoyens mettent en parallèle l'absence de résultats
et une parole qui dit des choses, mais qui vit dans un autre monde. Et donc on sépare les citoyens de ceux qui tiennent cette parole. La pandémie, c'était ça. On s'est retrouvés, il faut avoir vécu cette période en tant que maire, on s'est retrouvés dans un univers complètement nouveau où tout était désorganisé. Tout. Avec, pendant notamment le premier confinement, l'incapacité de la quasi-totalité des pouvoirs publics à répondre à la demande. Et beaucoup d'injonctions qui vous tombaient. D'abord, on a tous cherché dans les greniers des mairies s'il nous restait des masques du H1N1 de Madame Bachelot, et on avait tous, comme on jette rien dans les mairies, on avait des vieux cartons, et c'est les premiers masques qu'on a distribués, sachant qu'on les a même distribués aux fonctionnaires d'État, parce que l'État n'était pas capable d'équiper ses fonctionnaires. Et dans les hôpitaux, beaucoup de communes ont donné aux hôpitaux des là, on s'est aperçu qu'en fait, en fonction des sujets, les résultats sont obtenus quand la chaîne de commandement est la plus courte possible, et quand nous sommes dans la proximité. Je ne dis pas pour tous les sujets, mais pour un certain nombre de sujets, c'est ça. Et le maire, c'est quoi? C'est un centre de décision, à son niveau, extrêmement proche du terrain. Et c'est lui qui peut trancher les choses. Et vous voyez la grande différence, c'est que quand un maire prend une décision d'acheter des masques ou d'équiper, on l'a vu de façon flagrante pendant la pandémie, il prend la décision, elle est exécutée dans l'heure. Quand on est dans un schéma différent, le temps que ça monte et que ça redescende, on est passé à la pandémie suivante. Et donc, on est dans un cadre où, pour un certain nombre de sujets, il faut préserver cette proximité. Et pour préserver cette proximité, ça signifie qu'on est soit dans une vraie décentralisation et que les communes aient les moyens aussi de travailler en termes financiers, mais c'est d'autres sujets. Et donc, les lois qui parlent de décentralisation, même si elles peuvent paraître techniques, sont essentielles pour le fonctionnement de toute la société. Et sur les relations avec les autres collectivités, vous êtes également vice-président du département, ça a dû aider, j'imagine, et la région. Je vous poserai aussi la question après. Mais heureusement que le département et la région étaient là. Parce que je rappelle quand même que les premiers achats, équipements, etc. venaient de la région et du département. Et heureusement qu'on se connaît, qu'il y a cette proximité aussi géographique. Parce qu'il arrive des moments où ce n'est pas le process administratif qui joue, c'est la connaissance des individus. Bon, alors on ne vit pas tout le temps des périodes aussi chaotiques, mais le partenariat, il est bien réel. Et je peux vous dire, et tous les maires ici peuvent le garantir, que nous avons été soutenus de façon extrêmement efficace par les départements et la région Île-de-France. Et ce qui a permis de faire face à la situation. Pierre Bédier, justement, sur cette situation, est-ce qu'on n'a pas touché la lourdeur administrative de l'État et le fait que les collectivités locales, les départements, les régions peuvent aller, comme vous le disiez, plus vite, parce qu'on décide plus vite, ça va plus vite. Il n'y a pas besoin de toute cette administration qui met souvent des bâtons dans les roues, avec les meilleures intentions du monde d'ailleurs peut-être. Dans le département des Yvelines, le problème de la santé publique était posé avant la pandémie. Et c'est d'ailleurs pourquoi le département a lancé un grand programme de financement de maisons médicales. Et j'avais à cette occasion déjà dit que nous étions volontaires, nous le département des Yvelines, dans le cadre d'une 3e étape de la décentralisation, pour expérimenter la compétence santé à l'échelon départemental. Nous avons une compétence santé partielle. On s'occupe de la petite enfance. Nous avons cette action sur les maisons médicales. Les hôpitaux, enfin les groupements hospitaliers nous sollicitent assez régulièrement pour acheter du matériel performant. Donc je pense qu'il est temps maintenant d'imaginer à l'échelon départemental ce transfert de la compétence santé. Et en tout cas, les Yvelines sont vraiment volontaires. Je précise que pendant la pandémie, donc ça n'a fait que renforcer mon sentiment, ça a plutôt bien fonctionné du côté de l'État en Île-de-France parce que l'ARS, l'Agence régionale de santé, a eu l'intelligence de s'appuyer sur ces unités départementales. Et c'est ça, oui. Et la relation entre le conseil départemental, le préfet de département et l'agence départementale de santé, enfin l'agence régionale et sa représentation départementale, ça a été extrêmement fluide. Et c'est ce qui a permis, à mon sens, d'enrayer la pandémie qui partait très, très, très sévèrement dans le département, puisque le virus était rentré dans les maisons de retraite et c'était une hécatombe. Donc il a vraiment fallu prendre des décisions courageuses et rapides. Et cette chaîne de commandement très courte avec cette fluidité a permis de répondre efficacement. On en reparlera aussi avec le projet de la 3DS qui effectivement
pas suffisamment, hein, dit le Sénat, mais ouais. d'avoir des transferts de compétences. Donc peut-être la même question que je posais à Pierre Font, à Jacques Kozowski, je vous donnerai la parole après, je vous promets, sur un peu ce bilan un peu de la crise sanitaire et la coopération avec les autres niveaux de collectivité. Alors, je ne suis pas vice-président du conseil départemental, mais je vais quand même en parler. Nous avons eu la chance... Ça se passe bien avec le département quand Oui, même. non, rien n'est jamais perdu, tout peut arriver un jour. Non, ce qu'il faut bien passer, les départements dans les Hauts-de-Seine, comme dans les Yvelines, il vient de le dire, on s'est vraiment bien appuyé dessus, on a travaillé. Nous avons fait un petit peu différemment, non pas dans les départements de Seine, mais dans nos territoires. J'ai un territoire, si vous voulez, de 11 communes, et nous avons passé, la première commande, 600 000 masques tout de suite. On a débloqué 1 million d'euros, et on est allé chercher 600 000 masques. Parce que sinon, même dans les écoles, ils n'avaient pas de masques. Donc c'est nous qui avons porté. Le personnel soignant n'avait pas de masque. C'est nous qui avons porté de masques. Et après, bien entendu, le département a travaillé avec nous. Et puis on a fait aussi appel à la région. Je crois qu'on a cette chance, et comme le disait tout à l'heure Alexandra, on a de la chance d'avoir le département et la région, je dirais très honnêtement, une même sensibilité, ça nous permet de travailler ensemble. Et on peut s'appeler, on peut se voir. Oui, donc, mais c'est peut-être une exception. Non, on a cette chance-là peut-être ici. Alors, ça ne devrait pas être une exception. Quand à partir du moment où on est élu pour quelqu'un. On est élu pour le peuple. Donc il ne doit pas y avoir d'exception. C'est peut-être que dans certains départements, certaines régions, il y a des exceptions, mais ces gens-là ne sont pas à leur place. Normalement, quelle que soit la sensibilité, on est élu pour apporter quelque chose, très honnêtement. Et c'est pour ça qu'en premier, c'est toujours les maires, et puis les maires font appel au département, à la région. Mais vraiment, pendant cette pandémie, si les différents intermédiaires, la région et le département n'avaient pas été là, les maires, croyez-moi, les Français, on serait très mal. C'est grâce à cette coopération qu'on a pu continuer à travailler. Merci Alexandra Dublanche. Côté justement région, on a vu que les régions étaient vraiment aux avant-postes sur la crise. Sur les masques, effectivement, alors toutes les collectivités ont acheté des masques, mais effectivement les régions ont été quand même très très présentes. Et au-delà de cette question-là, quelle coordination avec les autres collectivités? Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez des coopérations, j'ai envie de dire même des mutualisations et en codicile pour l'après, est-ce que justement ça laissera une autre façon de travailler? Alors, je précise quand même quand on n'est pas du même bord politique avec les départements, on travaille très bien heureusement, avec eux et avec tous ceux de l'Île-de-France, bien évidemment. C'est vrai que et je pense que nos concitoyens l'ont aussi vu, l'agilité des collectivités dans ces crises. L'exemple des masques est tellement révélateur, effectivement. On a une capacité en 4 jours à la région à monter une chaîne d'approvisionnement, à fréter des avions pour aller en Chine grâce à la communauté chinoise d'Île-de-France pour ramener... Ils n'ont pas été réquisitionnés sur des tarmacs, hein. C'est dans l'Est que c'est arrivé. Figurez-vous que les 10 millions premiers masques reçus ont été à l'ARS. Donc c'est les régions qui ont fourni à l'ARS les premiers masques, qui est assez ubuesque. On a aussi eu des situations où, comme le disait mon maire et président de l'UMI, on a dû équiper les policiers nationaux. Alors avec parfois des réticences de l'État, ce qu'on le fasse d'ailleurs, ce qui était un peu délirant. Mais donc cette agilité, on l'a vu aussi sur des lits de réanimation. On a été en capacité très rapidement d'aller chercher des fonds européens, on critique souvent l'Europe, des fonds européens pour équiper 500 lits de réanimation éphémères dans les hôpitaux d'Île-de-France, ce qui a été évidemment très utile, etc. On l'a fait sur le plan économique, je pense, le travail avec les collectivités. La proximité, la connaissance des territoires était essentielle. On n'a pas arrêté pendant cette crise de faire des réunions, par exemple, par département. Et évidemment, on ne parlait pas de la même chose à la Défense, où on parlait beaucoup du télétravail, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et en Seine-et-Marne, dans les zones rurales. Et les problèmes ne sont pas les mêmes, les solutions ne sont pas les mêmes. Et c'est ce que nous, on était tous collectivement, on faisait remonter de façon très agile, très, je pense, rapide, avec aussi les partenaires, les consulaires, etc. Donc ça a été un travail collectif qui a permis de créer, je pense, les bons dispositifs en complément de l'État. Il ne fallait pas ajouter de la complexité à ce qui était déjà une situation extrêmement dure à vivre pour tout le monde. Toujours venir en complément de l'État sur des dispositifs économiques également, pour ne pas perdre davantage les petits commerçants, les petits restaurateurs, etc. Et aussi, et je trouve pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce qui restera ? On a tous pensé hors de la case, out of the box, comme on dit en anglais, réfléchir autrement. Par exemple, on a monté des dispositifs, je pense au Fonds Résilience, qu'on a tous financé. On a réussi en pleine municipale, donc avec un contexte politique compliqué, à monter un fonds d'aide aux petits commerçants restaurateurs où chaque collectivité, chaque territoire d'Île-de-France a participé, de la mairie de Paris, la métropole du Grand Paris, grâce à ce travail où, effectivement,
on travaille pour nos territoires, avec la connaissance de nos territoires. Et ça, je pense que cette proximité aussi avec les intercommunalités, ça restera avec une adaptabilité à chaque territoire. Vraiment, c'est ce qui ressortira de cette crise, je le pense et je l'espère. Oui, ça pouvait déjà exister avant, mais là, ça a été poussé de façon beaucoup plus forte. C'est encore renforcé sur tout un tas de sujets, que ce soit la santé, l'économie, etc. Et comme Alors, pardon. Justement, quelle leçon vous tirez de cette répartition des pouvoirs que nous a peut-être appris la crise sanitaire? Il y a après tout peut-être des bons côtés qu'il faut tirer de cette crise. Moi, je vais essayer d'avoir un regard national parce C'est ça, que, oui, absolument. Oui. vous voyez, demain, je serai avec les maires du Rhône, la semaine prochaine, avec les maires de la région PACA. J'étais avec les maires de Vendée la semaine passée. Au fond, l'observation, c'est que les collectivités territoriales ont travaillé en convergence et en complémentarité, jamais en concurrence, quelle que soit, j'allais dire, la répartition dans une démocratie des diversités. Le second des sujets, c'est que les collectivités territoriales, il faut bien que l'État se le mette dans la tête, ne sont pas des opérateurs de l'État. Les collectivités territoriales ne sont pas des opérateurs de l'État. Mais ce ne sont pas non plus des ennemis de l'État. Et nous avons besoin d'un État territorial renforcé et présent. Voilà pourquoi. Renforcer, ça veut dire quoi? Renforcer, ça veut dire un préfet qui a autorité sur ses services et que nous n'ayons pas des agences diverses et variées qui s'occupent les unes d'énergie, d'autres d'habitat, les troisièmes d'environnement qui échappent à l'autorité du préfet de département. Voilà pourquoi la déconcentration, elle est quelque chose d'important. N'opposons pas l'État territorial et les territoires, n'opposons pas non plus l'État central aux territoires, mais, je le redis, les collectivités territoriales ne sont pas des agents de l'État. Ça veut dire que derrière, il faut en tirer. Parce que la pandémie, c'est La Rochefoucauld qui disait qu'il n'est nulle difficulté qu'un homme ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. Bien, prenons l'exemple de la crise des Gilets jaunes, comme de la pandémie, pour transformer assez profondément, me semble-t-il, le mode d'organisation de notre pays. Revenons 40 ans après sur le sujet de la décentralisation, de la déconcentration de l'État, avec un État central qui s'occupe du régalien. Pardonnez-moi, je vais mettre les pieds dans le plat, jamais le pays n'a été autant vertical. Au point d'ailleurs que pour sauver Marseille, on n'a rien trouvé de mieux avant-hier que de nommer un préfet pour charger de gérer Marseille en lieu et place des maires et de la présidente de la métropole. Pierre Bénier, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez des compétences du département en matière de santé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le département devrait avoir la responsabilité budgétaire des hôpitaux. Des hôpitaux, d'accord. Des hôpitaux. Alors naturellement, tout ça doit faire l'objet d'un grand transfert fiscal, ce qui est encore un autre sujet, hein, puisque ce n'est pas avec nos budgets qu'on pourrait porter les hôpitaux, mais nous pourrions comme ça porter la carte hospitalière, les moyens hospitaliers, toute la médecine publique. Alors il y a une deuxième secteur où nous revendiquons là aussi le transfert, c'est le parent pauvre de la médecine d'aujourd'hui, c'est la médecine scolaire. Il n'y a plus de médecine scolaire en France. Absolument. Donc, il serait logique que nous ayons la médecine scolaire. Et j'évoquais tout à l'heure la médecine qui existait déjà, qui était celle de la petite enfance. Alors, bien entendu, il faut une coordination à l'échelon national, parce qu'il y a des départements qui ne sont pas en capacité de pouvoir porter cela. Et donc, l'échelon national avec l'échelon régional doit pouvoir être en coordination et en appui. Mais encore une fois, la proximité produit du résultat. C'est ce qu'on dit depuis le début. Et si on veut sortir de la crise démocratique, il faut que nos concitoyens puissent savoir à qui ils s'adressent. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de médecin dans votre commune, vous engueulez le maire, mais le maire n'a pas de moyens d'agir.
Et donc, il faut pouvoir donner ces moyens d'agir aux maires. Et pour leur donner les moyens d'agir, il faut qu'ils aient, comme on dit en bon français, le back-office des départements qui viennent leur apporter l'aide logistique. On peut aussi former, on peut participer à la formation, on peut prendre en charge l'installation de médecins. On a une université commune avec le département des Hauts-de-Seine, une université de médecine. Cette université de médecine, elle a des internes. On pourrait très bien imaginer qu'on finance les études de ces internes en contrepartie de quoi ils devraient des milliers d'heures, ils devraient des milliers d'heures dans les zones blanches. Dans les zones blanches, oui, absolument. Nous, on connaît on connaît le terrain. Vous connaissez mieux les réalités qu'on sait gérer de Paris, quoi. On peut faire du détail là où la machine étatique ne fait que du nivellement et du nivellement par le bas. Oui, juste un mot, parce que Gérard Larcher, vous parliez d'un État très très vertical, et durant la crise sanitaire, on l'a vu à plusieurs reprises. Je me souviens des laboratoires d'analyse, au moment où effectivement pour faire des tests, c'était quand même pour le moins compliqué. Et le temps qu'il a fallu pour qu'on autorise les départements à utiliser leur laboratoire, qui était quand même une ressource quand même bien pratique. Là, est-ce que c'est... Je pense que vous allez abonder dans ce sens-là. Est-ce que c'est pas une illustration parce qu'il a fallu, j'ai plus la durée, mais un certain nombre de semaines, à un moment où le temps était compté. Et là, c'était une ressource tout à fait qui tombait à point nommé, disons, par rapport au test. Si on écrivait la liste des dysfonctionnements, la difficulté qu'on a eue à engager nos sapeurs-pompiers, alors que les sapeurs-pompiers pouvaient tout à fait, il y avait des médecins qui pouvaient aller faire les tests dans les maisons de retraite, le temps qu'on en ait l'autorisation. Les vétérinaires qui étaient tout à fait disposés à donner un coup de main, les vétérinaires, on pouvait les mobiliser, ils n'attendaient que ça. Nous, on savait, mais le temps, c'était ce qu'expliquait tout à l'heure le président de l'UMI, le temps que ça remonte au sommet, et le sommet comprenne et que ça redescende, il se passe un mois. Le temps et le manque de confiance, non? Non, mais je peux vous raconter pour les labos vétérinaires. Et je mets au défi. J'ai appelé le président de la République et le Premier ministre pour qu'on débloque. Parce que nous avions besoin. Parce qu'on était dans un système qui avait changé en 2013. Et je reprends les mots du président de la République, surtout depuis que j'ai un peu minci, c'est l'État obèse. Donc, quand vous voyez qu'un président du Sénat, actionné par le président de l'Ordre des vétérinaires, actionné par les présidents de département, prend son téléphone mais dit ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, Édouard Philippe, dans son livre, raconte que c'est sans doute une des plus grandes difficultés qu'il ait eues, c'est à soulever cette espèce de mastodonte qui ne voulait pas s'adapter. Et je crois que c'est un des sujets, je revois ce que dit Pierre Font sur la proximité, qui est un sujet essentiel. L'anecdote que je vous dis, vous la retrouverez dans le livre d'Édouard Philippe, mais je peux vous l'assurer. Mais de parler de manque de confiance, ça vous paraît trop fort? De parler de manque de confiance de la part des services de l'État, ça vous paraît trop fort ou pas? Et parce qu'ils nous considèrent comme des opérateurs. Et nous ne sommes pas des opérateurs de l'État. Je n'ai jamais oublié que j'ai été maire pendant 3 décennies. Et moi, je fais confiance aux maires. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais c'est d'abord la proximité numéro 1. Alors, on va peut-être pas... Pardon, vous vouliez intervenir? Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant quand on est dans des périodes de crise, c'est de voir comment notre système, notre organisation résiste au choc et ce qui va pas. Donc là, on continue un peu le vivre de façon moins intense, une période de crise. Il faut regarder donc dans notre système français ce qui coince et ce qui ne coince pas. Et je voudrais rajouter aussi que les maires ont aussi besoin d'un État local qui soit réel. On est plusieurs à avoir quelques mandats derrière nous et nous avons connu des DDE à l'époque qui étaient efficaces, des services préfectoraux qui étaient compétents, nombreux, etc. On a vu progressivement dépérir l'État local. Et ce dépérissement de l'État local est aussi un problème. Et quand le président Bédier dit heureusement que en Ile-de-France, les ARS départementales ont fonctionné, je rappelle quand même que le schéma d'organisation, c'était une ARS régionale. Et donc on a cru à un moment... ARS, ça veut dire... Mais on a cru à un moment, ARS, on a cru à un moment qu'il fallait monter sans arrêt, et on s'est éloigné du terrain. Et on a aussi besoin de préfets qui ont à leur disposition des moyens humains, financiers, pour travailler. Et je crois qu'un des problèmes de fonctionnement de la société française, c'est d'avoir cru, c'est comme la mondialisation, c'est d'avoir cru qu'en faisant ailleurs, c'était bien meilleur qu'en faisant ici.
Et maintenant, on est en train de regarder au travers de la lecture de cette pandémie qu'au fond, on a besoin aussi que les choses se fassent sur nos territoires. Alors peut-être qu'on va passer au dernier thème de cette émission, justement à l'orée des élections présidentielles. Quelles seraient, on va revenir sur la loi 3DS dans un instant, mais quelles seraient les demandes au fond que vous pourriez faire au prochain ou à la prochaine présidente de la République, au niveau de la décentralisation, au niveau de la répartition des pouvoirs? Moi, là-dessus, je pense qu'il y a... mais tous les maires ici pourraient vous dire la même chose, j'imagine. On a aujourd'hui un certain nombre de problématiques qui existent, mais il y en a une qui est quand même, me semble-t-il, majeure. C'est que dans un budget communal, il y a une partie dépenses, mais il y a aussi une partie recettes. Et je renvoie à l'article 72 de la Constitution qui dit qu'il faut une autonomie des collectivités locales. L'autonomie, elle porte sur le choix de la dépense, mais elle doit porter également sur le volet recettes, pas peut-être sur la totalité. Et moi, je trouve que l'évolution de ces dernières années, notamment la disparition de la taxe d'habitation, a fait que les conseils municipaux ont perdu la maîtrise des recettes. Et donc sont dépendants de l'État et de mécanismes de compensation, honnêtement, que personne ne comprend. Et donc on est là dans un déséquilibre qu'il va probablement falloir réparer. Il y a d'autres choses, mais je pense que d'avoir un projet présidentiel également sur le fonctionnement des territoires, sur les articulations, dans le sens de la décentralisation, et d'une décentralisation responsable, c'est quelque chose d'important. C'est une vieille question. Je veux dire, depuis les lois de fer, il y a eu beaucoup de lois quand même sur la décentralisation, sur la régionalisation. Et on a l'impression que c'est un peu que le moreau de Sisyphe. Il faut toujours remonter les choses. Il y a dans la loi 3DS, il y a le S signifie simplification. Ça serait peut-être bien d'arriver à mettre en place des mécanismes financiers ou de compétences que quelqu'un comprenne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un dans la République qui les comprenne aujourd'hui. Pierre Védier, non, là-dessus, sur ce besoin de décentralisation et la difficulté, au fond, d'en mettre une vraie en place. C'est vital. Aujourd'hui, la France est à la croisée des chemins. Notre pays est surendetté. Notre pays est en panne de dynamisme économique. Notre pays doute de lui-même. Je suis profondément convaincu que seule la décentralisation, parce qu'elle peut permettre de clarifier les choses, peut sauver, pardonnez-moi de dire les choses avec peut-être grandiloquence, mais peut sauver la France qu'on aime. L'État doit se concentrer sur ce que nous ne pouvons bien entendu pas faire, c'est-à-dire la sécurité extérieure, les affaires étrangères, la sécurité intérieure pour l'essentiel, mais aussi en partenariat avec les élus. Donc tout ce qu'on appelle le régalien. Et la justice, bien évidemment, qui manque de moyens. Pour le reste, tout est possible. Et tout est possible avec les territoires. Et tout marchera mieux avec les territoires. Mais il faut aussi sortir de cette idée très française du jardin à la française. C'est-à-dire qu'on voudrait que ça soit pareil dans la Creuse que dans pareil partout, voilà. Ce n'est pas possible. Les ressources ne sont pas les mêmes. Les territoires, la géographie, l'histoire ne sont pas les mêmes. Et donc il faut accepter cela. Et il faut bien entendu, l'idée n'est pas plutôt la région que le département, ou plutôt le département que la région. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est normal qu'Aéroport de Paris soit toujours géré par l'État? Est-ce que c'est normal que la régie autonome des transports parisiens, la RATP, son président-directeur général, soit désigné en Conseil des ministres? Ce sont des structures qui doivent être gérées à l'échelon régional, de même à l'échelon départemental. Pardonne-moi Alexandra, est-ce que c'est logique que demain, on propose le transfert des routes nationales vers la région, alors que ceux qui, en dehors de l'État, ont un service de voirie, ce sont les départements. Il vaut mieux que ce soit les départements, même si nous devons nous coordonner à l'échelon régional. Et c'est donc cette grande décentralisation que j'appelle de mes voeux, et je ne l'appelle pas de mes voeux parce que je crois que les élus locaux sont à privilégier pour je ne sais quelle raison électorale. Je l'appelle de mes voeux parce que j'aime la France, que je vois ce pays englué, ce pays décadé, c'est pas un joli mot, ce pays en décadence, et je rêve que ce pays se redresse, et seule la décentralisation peut le permettre. Gérard Larcher, vous parliez de retour de la verticalité. Comment on explique ça, au fond? Parce que c'est vrai qu'il y a cette grande aspiration à la décentralisation, et c'est vrai que dans l'exercice réel du pouvoir, on revient quand même vers la verticalité. Je pense que la tentation de la verticalité n'a pas commencé il y a 4 ans et demi. Ça fait une dizaine d'années
que nous avons assisté à cette recentralisation. Et cette recentralisation, elle a commencé d'abord par l'asphyxie financière des territoires. Est-ce que je dois rappeler qu'entre 2012 et 2017, nous avons perdu 12 milliards de dotation globale de fonctionnement, qu'un département comme les Yvelines a quasiment perdu 90%, pardonnez-moi, de sa dotation globale de fonctionnement. Quand on nous retire en plus, pour les collectivités, le levier de la décision fiscale sur la taxe d'habitation, mais la taxe d'habitation, nous évoquions ce matin avec des maires, et avec des maires ruraux, la taxe d'habitation, ce n'est pas simplement un revenu, c'est aussi un lien entre les citoyens et les services qu'apporte la commune. Vous avez demain des communes où plus de 50% des citoyens ne contribueront plus du tout au fonctionnement des services de la commune. Ça veut dire qu'un jour, on n'aura plus de lien de citoyenneté. Nous aurons des consommateurs et non plus des citoyens. Et ça, pour la République, c'est absolument terrible. Voilà pourquoi, je vous le dis, il faudra un vrai changement. Il va falloir, comme le disait Pierre Font, que nous retrouvions l'autonomie financière définie dans la Constitution. La Constitution a déjà dit l'organisation de la République est décentralisée. Il faut qu'on en tire les conséquences. Et la part d'autonomie financière, qui n'est pas de faire n'importe quoi, il va falloir qu'on la retrouve, suivant un principe que l'Association des maires de France avait ainsi défini dans Territoires Unis, parce que je rappelle qu'on travaille ensemble, les départements, les régions, les communes, en lien d'ailleurs avec le Sénat, dans tous les groupes politiques, parce que nous pensons vraiment que c'est à partir des territoires que peut se reconstruire la confiance. Il n'y a pas que les territoires qui comptent. L'État central, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, mais je rappelle l'importance des territoires. Une meilleure coordination entre les territoires et l'État. Malheureusement, le temps qui nous est imparti, vous vouliez dire juste un petit mot alors, mais rapide. Oui, rapide. Juste sur la confiance. On était récemment avec le président Larcher au Congrès des régions de France. Et c'est vrai qu'on manque parfois de confiance, malgré un discours toujours très constructif des régions, quel que soit le bord politique. Pourquoi ces questions de compétences, ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'efficacité. Absolument. Ce qu'on a vu pendant la crise sur les vaccins, avec une uniformité sur tout le territoire, qu'il y avait des régions plus touchées que les autres, c'était complètement absurde. Et ça, l'État ne sait pas faire. C'est pour ça qu'il a besoin des collectivités. Et c'est pour ça qu'il faut laisser du lest et ne pas nous considérer juste comme des tiroirs-caisses sans nous donner les moyens, accessoirement, mais vraiment faire confiance pour qu'on soit agile au quotidien auprès de nos concitoyens. Jacques Kosowski, un dernier mot rapidement. Dans 5 minutes, je crois qu'on n'a jamais vu un pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Jamais. Donc il y a vraiment quelque chose à faire quand le président de la République sera le prochain ou le nouveau. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer à avoir comme ça. Les Français aujourd'hui ne sont plus ensemble, ils n'aiment plus leur pays ensemble. Chacun regarde son propre... Et ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose de très important. Et deuxièmement, quand on a des transferts de l'État, il faut aussi qu'on ait des transferts financiers. Financier, ce que disait... Il ne suffit pas toujours de faire simplement ce que l'État... Et c'est ce qui nous a manqué aussi, c'est ce qui nous manque. Et puis essayons de faire confiance aux collectivités locales, aux maires, ils savent gérer eux. Eux, ils ont besoin d'avoir un budget en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Si l'État était obligé d'avoir un budget en équilibre, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Et à un moment, on avait essayé de le mettre dans la Constitution quand j'étais député, ça n'a pas été plus loin. Et cette question des répartitions du pouvoir, c'est aussi des visions de la France, donc ça sera sans doute au centre des débats présidentiels. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Philippe. Merci.